Bonsoir. Nous allons pouvoir commencer avec un peu de retard, mais c'est vrai que les conditions de circulation, c'est toujours quelque chose. Alors voilà, Charlotte Desflers, je suis la présidente du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse et la co-dirigeante donc de Xiléo, spécialisée en extension et surélévation en structure bois. Alors pour commencer, je vais remercier vous, toutes les personnes qui ont fait le déplacement et qui sont venues assister à cette conférence, mais également les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, puisque cette conférence est transmise en live. Donc n'hésitez pas à poser des questions après la conférence sur le chat, on va suivre et puis les retransmettre dans la salle. Je remercie Lionel Léandri Vandeuvre, qui est le directeur de l'Institut Fénelon. L'Institut Fénelon est membre du club, membre actif, et nous accueille aujourd'hui. Donc merci à vous Lionel, et merci aussi à l'équipe, Lionel Pastor et Audrey Crest. Merci à la CAPG, qui est un partenaire fidèle. CAPG, tout le monde connaît, communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Et merci à Andy qui a pu faire le déplacement ce soir. Merci bien sûr à Geneviève Ferron-Creuset, qui est la cofondatrice du cabinet de conseil en stratégie Profil et qui va animer la conférence ce soir. Alors en 2 mots, le Club des entrepreneurs, c'est un club atypique qui a fêté cette année ses 25 ans. Et au club, on parle de RSE depuis 2024, avant même l'existence de la norme ISO 26000. J'ai mis quoi? Oh, désolé. Je suis dans les plans de mon entreprise, non, 2004. Donc en 2023, cette fois on est sur la bonne année, on a entrepris un travail de communication stratégique et on a choisi donc de s'orienter vers un territoire et des entreprises tournées vers la post-croissance. Alors c'est un défi ambitieux, on se donne 1 an pour établir une feuille de route et pour avoir des premiers résultats. Une feuille de route avec des indicateurs et des objectifs à atteindre. Vous comprendrez un peu mieux après la conférence. Notre vision, c'est que les entrepreneurs sont moteurs de l'urgente mise en œuvre collective de la transformation de l'économie du territoire vers une post-croissance choisie et réussie. L'enjeu, pour nous, entrepreneurs, c'est donc de passer d'une situation subie à une transformation choisie. Et c'est la post-croissance qui doit nous aider à cela. Geneviève fait partie des ouvreuses donc de cette voie et elle va nous apporter son éclairage ce soir. Alors on a 30 minutes de conférence et après c'est ouvert aux échanges, donc n'hésitez pas à poser des questions, on est vraiment là pour avoir un débat et des échanges. Je vous souhaite une très belle conférence et je laisse la place à Geneviève. Merci. Merci de cet accueil. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, heureuse d'être parmi vous. Donc, c'est toujours comme un plaisir pour moi, qui suis une fille du Sud, de revenir dans le Sud, même si mon Sud est de l'autre côté du Rhône. Mais enfin, c'est pas grave. Donc, pour me présenter très rapidement, je suis tombée dans ces sujets de développement durable quand j'ai travaillé aux Nations Unies il y a quand même presque plus de 3 décennies. J'ai travaillé aux Nations Unies entre Tchernobyl et le sommet de la Terre de Rio en 92. Et le sommet de la Terre de Rio en 92, c'est le sommet de la Terre qui a permis la signature de la Convention sur les changements climatiques. Donc ça m'a un peu picousé. Après, j'ai travaillé dans la finance durable pendant une dizaine d'années. Donc je suis allée travailler aux États-Unis, je suis revenue en France. J'ai créé une agence de notation extra-financière, c'est-à-dire noter les entreprises sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. Et après, j'ai traversé le miroir. J'ai été directrice du développement durable de grands groupes français qui sont Eiffage et Veolia Environnement à l'époque, ça s'appelait Veolia Environnement. Et puis, j'ai quitté la grande entreprise pour cofonder cette société de conseil en stratégie parce que j'avais peut-être envie de retrouver un peu de liberté. Par ailleurs, j'écris de temps en temps des livres et j'enseigne l'écologie industrielle et l'économie circulaire dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Centrale. Et je suis vice-présidente du Shift Project, depuis le tout début, embarquée dans l'aventure.
pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'après, ça n'a pas tellement d'intérêt. Si vous voulez savoir des choses, je serais très heureuse de vous, voilà, de passer du temps avec vous. Alors, post-croissance. Alors, post-croissance, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça serait effectivement merveilleux si, à la fin de à la fin de ces 30 minutes, vous avez une idée un petit peu plus claire. En tous les cas, je vous propose en fait de partir d'une réflexion que l'on a eue chez Profil, parce que chez Profil, certes, on fait du conseil en stratégie, mais on a cette particularité d'abriter un petit pôle de recherche, et nous avons le plaisir de produire de belles études. Et donc, dans cette perspective, nous en avons édité une qui s'appelle... Alors, je vais... Hop. Et donc, cette idée de post-croissance, elle est apparue de façon assez évidente pour deux choses. Merci beaucoup, Sylvie. Voilà, c'est bon. Ouais, il suffit d'appuyer, c'est ça? Voilà, merci. Donc, la volonté que nous avions, c'était de se poser une question simple, c'est que demain, il y aura de la croissance. On ne sait pas de quoi elle sera faite. Il y aura demain une forme de croissance. Très difficile de savoir quels vont en être les sous-jacents et les déterminants, compte tenu des emballements, notamment des emballements climatiques et des différentes ruptures. Et d'aucuns disent qu'on n'est même plus dans un monde complexe, on est dans un monde chaotique. Donc ça part vraiment à un terrain incognita. Et décidément, voilà, c'est bon, c'est un petit peu trop, voilà. Donc cette étude, la voici, vous pouvez la télécharger sur notre site. C'est ce qu'on appelle une grande étude dans notre jargon. Nous avons eu le plaisir d'ailleurs d'avoir un partenaire qui s'appelle Lumia et Christophe qui a contribué à cette étude. Donc je suis très heureuse que Christophe Simple ait embarqué quand je lui ai proposé ce sujet. Mais nous avons eu aussi d'autres experts académiques comme la chaire Performance Globale Multicapitaux d'Audencia. Nous avons également HEC avec le think tank Society and Organization. Et puis des institutions aussi sérieuses que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Voilà, donc c'est pour vous dire que on n'était pas complètement perché. Et c'est toujours d'ailleurs cette idée, quand on produit une étude, de se mettre dans une éthique académique. Alors, cette étude, vous pouvez la télécharger, et voici comment nous avons voulu commencer. Alors, la post-croissance, c'est d'abord à hauteur d'entreprise, c'est considérer ce qu'on appelle l'impossibilité de la croissance verte dans un horizon de temps suffisamment rapide pour que cette croissance verte, c'est-à-dire c'est le découplage de moyens d'énergie décarbonés avec la production de biens et de services. Donc ce fameux découplage supposerait, pour être efficace, qu'il nous sorte de l'ornière, qu'il advienne tout de suite pour tout le monde, qu'il soit accessible, qu'il soit global. Et on voit bien que peut-être qu'il y aurait eu une croissance verte si on s'était précisément mobilisé en 1992, au moment où on a signé la Convention sur les changements climatiques, où toute la communauté internationale et économique, politique et économique a été bien sûr avertie de ce changement climatique en cours, et s'il y avait eu des investissements conséquents pour décarboner à ce moment-là. Sauf que ces investissements, on les attend toujours. Donc, considérons que la croissance verte, dans les conditions que j'ai décrites, nous semble impossible. Ensuite, il y a autre chose qui est tenir compte aussi, entre guillemets, de la mauvaise réputation de la décroissance. La décroissance est quelque chose de très particulier quand on peut éventuellement l'évoquer à titre personnel. On peut tout à fait décider à titre personnel de faire l'inventaire de ce dont on a besoin, de décider d'avoir une vie plus sobre, plus frugale. Imaginez la décroissance exactement comme la croissance verte dans une perspective rapide, brutale, universelle. Ça donne une impression de déséquilibre avant, de chaos, dans une logique institutionnelle et politique,
même si elle est potentiellement désirable et même si on peut imaginer passer par une phase de décroissance. De toute façon, on passera par une phase de décroissance. Mais d'imaginer que, et là je reviens sur ce que ces deux pensées magiques peuvent venir à bout de nos inquiétudes, c'est-à-dire la croissance verte va nous sauver, la décroissance va nous sauver. J'entends beaucoup ces mots-là, et avec le mot sauver, comme si on avait besoin d'être mystifié. Il y a la mystique du forçage technologique, et puis il y a la mystique de la décroissance. Donc on a simplement, nous, décidé d'être plus sages, peut-être un petit peu moins drôles, mais de dire il faut absolument être agnostique. Voilà, être agnostique, c'est-à-dire sans croyance. On ne va pas projeter nos croyances. Donc être agnostique en matière de croissance. Il y aura une croissance demain. Et donc, cette croissance, il va falloir évidemment la caractériser. Et donc pour nous, l'impératif, c'était de réencastrer cette croissance qui se caractérise à hauteur d'entreprise par des décisions en matière de gouvernance, des modèles économiques qui se réinitialisent, qui pivotent, qui se réinventent, et bien sûr, comment est-ce que on raconte le nouveau récit de la valeur? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle valeur a mon entreprise dans un monde en post-croissance? Donc on va voir tout ça. Donc être absolument agnostique, c'est ce qu'on a voulu, donc on n'a pas prêté le flanc à ces deux dimensions. Ensuite, la question centrale dans la post-croissance, c'est de réfléchir en termes d'utilité et de responsabilité. La question de la responsabilité sociale des entreprises, des organisations, des collectivités, elle a émergé progressivement à la fin du XXe siècle. Et elle a, notamment pour les entreprises, elle a émergé au regard d'ailleurs, entre guillemets, de la négativité des entreprises, des externalités négatives. C'est-à-dire les entreprises ont des grands pouvoirs, elles doivent avoir de grandes responsabilités à mettre en face de ces grands pouvoirs. Et donc, la responsabilité sociale des entreprises, c'est une doctrine qui s'est forgée d'ailleurs au tournant des années 80-90 et qui a permis d'ailleurs dans l'ISO 26000, on en a parlé, qui a permis aussi de produire les ODD, les objectifs du développement durable. Donc il y a la responsabilité sociale des entreprises à l'échelle planétaire. On peut considérer qu'il existe une langue véhiculaire qui permet de dire à peu près qu'est-ce que c'est être responsable ou moins responsable ou pas responsable du tout. Mais la question de la post-croissance, elle pose un autre éclairage qui n'est pas uniquement celui de la responsabilité, qui est celui de l'utilité. Alors là, il faut un tout petit peu... on peut être tout à fait utile sans être responsable, on peut être responsable sans être utile. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était agnostique, et on est aussi, dans l'étude, on a été tout à fait clair que la concurrence existe, que la liberté d'entreprendre n'est pas mise en cause. Nous sommes toujours dans un monde où la liberté d'entreprendre est totale. C'est un droit constitutionnel. Néanmoins, la question de l'utilité, elle vient percuter cette liberté d'entreprendre. Comment tenir ensemble les notions d'utilité et de responsabilité dans ce moment si particulier? Et ce qui est utile pour moi n'est pas forcément utile pour vous, etc. Donc on voit bien que cette notion d'utilité, elle est éminemment politique, philosophique, économique, et elle ne veut pas forcément dire la même chose, et qu'elle est même dangereuse. Donc on a voulu poser cette question à travers le cadre théorique du donut. Alors je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec le donut ou pas. Alors c'est un mot très mal choisi, le donut, mais parce que ça ressemble à ce beignet, vous savez, américain, qui est rond. Mais au fond, le donut, c'est d'abord un travail effectué par le Stockholm Resilience Center en 2009 qui montre les limites planétaires. Donc les limites planétaires, donc ce sont 9 limites planétaires, ce sont simplement les processus biophysiques qui permettent à la Terre d'être habitable, notamment pour nous, pour les bipèdes que nous sommes. Et donc ces limites planétaires suggèrent
des effets de seuil, et si justement on dépasse ces limites planétaires, on va perturber des phénomènes donc physiques, chimiques, biologiques, potentiellement irréversibles ou de façon irréversible. En tous les cas, à l'échelle à l'échelle d'une bonne civilisation. Donc ces limites planétaires, elles épousent la rotondité de la Terre aussi. Donc elles sont intéressantes dans la représentation, dans le design thinking qu'elles suggèrent. Et puis Kate Raworth, qui est une économiste anglaise en 2012, a réintroduit le plancher social. Donc le plancher social, c'est ce que vous voyez au milieu. C'est cette idée que, certes, il y a des limites planétaires, mais avant tout, il y a aussi la nécessité pour chaque personne de vivre dignement, décemment, et d'avoir accès aux services essentiels et à des institutions qui fonctionnent. Et donc, si on va un petit peu plus loin, ce que l'on suggère, c'est que plutôt que d'inventer chacun une définition de l'utilité qui lui est personnelle ou qui a des biais culturels en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, ou politique, on se dit que la meilleure définition de la post-croissance, c'est probablement de se dire bon, il faut tenir ensemble les limites planétaires et le plancher social, et donc il faut réincastrer l'économie, l'entreprise et le territoire, parce que là je commence à introduire la notion de territoire. Donc il faut réencastrer l'économie, le territoire, l'entreprise dans un espace qui soit écologiquement sûr et socialement juste. Et donc se poser la question en tant qu'entrepreneur sur un territoire, de se dire si je fais quelque chose, est-ce que ça répond est-ce que ça reste dans le cadre des limites planétaires, ou est-ce que je respecte le plancher social, ou comment est-ce que je me détermine par rapport à ces limites et à ce plancher? Est-ce que je l'enfonce? Est-ce que je le préserve? Est-ce que je régénère? Et c'est une façon d'objectiver ce rapport à l'utilité et à la responsabilité. Alors, ce cadre est en train de s'imposer, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais en tous les cas, dans les travaux académiques, alors c'est parti d'ailleurs d'un petit monde assez restreint et averti, et puis ça commence à traverser, on en parle de plus en plus dans les agendas politiques. Et donc je pense que pour vous, c'est une bonne chose de l'intégrer. Le donut a le mérite en fait, il s'inscrit dans la pensée onusienne. C'est-à-dire que vous retrouvez beaucoup d'objectifs du développement durable dans le donut. C'est une autre visualisation. Donc c'est un travail universel. C'est quelque chose que l'on peut s'approprier où que l'on soit. Voilà, donc la post-croissance, ça serait cette définition, sachant que certains amis experts du GIEC m'ont déjà dit que imaginer pouvoir se mouvoir dans un espace écologiquement sûr, ce n'était déjà plus possible. Mais je n'ouvre pas cette parenthèse. Voilà. Donc les notions d'utilité et de responsabilité, on les objective à travers ce prisme, sachant que bien évidemment, je suis loin d'en avoir fait le tour. Et j'ai bien conscience qu'on pourrait passer 15 jours ensemble à réfléchir sur cette notion d'utilité en entreprise. Mais si vous le voulez bien, non pas que je botte en touche, mais je vais poursuivre. Peut-être pour les questions. Voilà. Alors, dans notre étude, comme je vous l'ai dit, nous avons voulu montrer qu'il était possible pour une entreprise, donc à hauteur d'entreprise, de basculer dans la post-croissance. Il existait déjà des briques. Alors, vous voyez là l'illustration, c'est parce qu'on a filé la métaphore antique. Pourquoi on a filé la métaphore antique? Tout simplement parce que le bateau que vous voyez là, le bateau il revient. En fait, c'était l'idée de revenir, donc de passer les colonnes d'Hercule. Vous savez, quand il y avait cette prédiction qui était de dire on franchit les colonnes d'Hercule, et puis nec plus ultra, ça veut dire ne pas au-delà, parce que on allait forcément tomber dans un abîme. Donc là, c'est le siècle, la modernité a ouvert justement les colonnes d'Hercule. On est allé visiter, on est allé tester nos limites et au-delà. Et donc c'est cette idée de revenir
revenir au port et de le vivre non pas comme une coercition, une punition, une contrainte ou une attrition, mais le voir finalement comme un soutènement, et que d'accepter nos limites, notamment nos limites planétaires, ça pouvait être aussi l'occasion de refaire un inventaire de nos besoins réels, précisément de ce qui est utile, de notre façon d'exercer notre responsabilité, d'inventer le nouveau récit de la valeur, et que cette notion négative qui est liée aux limites, parce que le bipède que nous sommes, dès qu'on parle de limites, on a envie de l'enjamber. Je vous signale quand même qu'on est allé golfer sur la Lune. Oui, en 71. Hein. C'est Alan Shepard qui est allé golfer. Enfin, il avait amené un outil de mesure et une balle de golf. Il a vraiment golfé au 3e essai, il le dit dans ses mémoires. Donc, pour vous dire à quel point les limites, on les a emplafonnées. Et l'imaginaire, on est encore sur comment dirais-je, nous sommes nourris par un imaginaire de science-fiction des années 50 et 60. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont lu, alors peut-être pas Asimov, mais enfin Philippe Dick. On va dire, quand on voit Elon Musk et même M. Bezos, on a l'impression qu'ils sont eux-mêmes des enfants de cette littérature où on s'imagine hors de l'espace, créer de nouvelles civilisations, de nouvelles fondations, etc. Donc on a conscience que refiler la métaphore grecque est moins exaltante que d'envoyer une Tesla en orbite, mais ça nous permet quand même de revenir aussi à des sources et à des représentations de la civilisation dans un imaginaire à construire et qui est plutôt positif. Alors, gouvernance, modèle économique et comptabilité, tout simplement parce que, à hauteur d'entreprise et de territoire, on peut déjà décider, si on est une entreprise, alors il y a des facteurs favorables, mais on peut déjà décider de s'appliquer les limites planétaires, enfin le donut, et d'avoir une autre réflexion quant aux modalités de création et de partage de la valeur. Personne ne vous empêche de faire ça. Liberté d'entreprendre. Vous êtes une. Alors, il y a des modes on va dire, dans les organes de gouvernance, entre l'organe souverain qui est l'Assemblée générale, l'organe de contrôle, le conseil d'administration, le directoire, et l'organe exécutif, le COMEX, le comité de direction. Évidemment, le triangle n'est pas parfait, il n'est pas isocèle, il y a des asymétries. Mais rien n'empêche de pouvoir poser ce questionnement au niveau de l'entreprise. Ensuite, il y a la question du modèle économique, et c'est probablement là le plus dur, et je pourrais être, pardonnez-moi, mais je vais assumer on ne se met pas de la radicalité, mais la RSE que je connais bien, que j'ai pratiquée, n'a franchement pas attaqué le modèle économique. C'est-à-dire qu'on a raconté des histoires, on a détourné un peu le regard, on a favorisé des partenariats, on a bien sûr appuyé des initiatives, on a habillé pour justement éviter que la question de l'utilité soit posée. On a donné des gages sur autre chose. Plus ce que vous faites ne sert à rien, et plus comment vous le faites, vous allez le faire en mode circulaire, biocompostable. Mais au fond, vous savez bien que ce que vous faites, vous êtes dans une approche peut-être volumique sur des sujets, des objets qui sont jetables, etc., etc. Donc, décider de changer son modèle économique, c'est une décision qui procède bien sûr des organes de gouvernance. Ça peut aussi procéder d'une réglementation qui change, d'une obsolescence technologique. Au fond, on est un peu traumatisé par l'idée de réinventer les modèles économiques, mais je dirais juste que ça a toujours existé. De tout temps, il y a eu des modèles économiques qui ont changé, c'est-à-dire que justement par obsolescence technologique, par la réglementation, la demande, voilà, on en a arrêté de faire des choses, on en a fait d'autres. Et puis là, on se trouve face à des arbitrages qui sont d'ailleurs liés à la crise écologique que l'on vit, ou à la crise sociale, des arbitrages de rapatrier sa production et sa chaîne de valeur. Est-ce que c'est mon rapport à l'eau, les exemples les plus connus qui sont, est-ce que les stations de ski en moyenne montagne, qu'est-ce qu'elles ont comme avenir? Et il y a des chemins différents. Donc, si vous êtes dans la gouvernance collective, territoriale et entrepreneuriale, et une petite station de ski en moyenne montagne, quel est l'avenir que l'on peut dessiner? Et
Et il y en a, ce n'est pas univoque, il y en a différents qui sont possibles. C'est pour vous montrer à quel point ces réflexions sont fertiles et extrêmement riches. Et puis après, le troisième pilier, qui est probablement le plus difficile, c'est l'évaluation et la comptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez que vous soyez déjà dans cette définition, que votre gouvernance vous a poussé à revoir vos modèles économiques et que vous respectiez le donut. Si, par exemple, vous avez une politique climatique qui conforte un commun, que ce soit l'eau, le climat, et on va dire aussi un commun, l'éducation, voilà, vous avez la santé, comment vous pouvez en être crédité ? Comment dans votre bilan, comment avec votre expert comptable et votre commissaire aux comptes, vous pouvez en être crédité ? Imaginez que vous ayez un budget carbone, que ce budget carbone, vous le fléchez sur miraculeusement 1,5 degré, les accords de Paris ou 2 degrés, et puis tout ce qui dépasse votre budget carbone, on ne le fait pas. Vous participez à conforter un commun qui est le climat, pour autant vous pouvez vous dégradez votre croissance, vous dégradez peut-être d'autres indicateurs, vous renoncez à une croissance qui, dans votre concurrence, qui est à la portée de vos partenaires. Donc tous les modèles de comptabilité multicapitaux sont des modèles balbutiants, sont très intéressants à regarder. Il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est-à-dire qui sonne très bien, c'est la comptabilité en triple capital. Mais il y en a d'autres. En fait, c'est cette notion un peu de multicapitalisme au sens de multicapitaux. Il faut mobiliser plusieurs capitaux pour faire advenir, pour créer une entreprise et créer un modèle économique. Il y a du capital physique, du capital humain, du capital financier, du capital intellectuel, même du capital territorial. Comment est-ce qu'on en rend compte ? Et aujourd'hui, toutes ces tentatives, aucune n'est rattachée au grand système central de comptabilité internationale. C'est en réflexion, il y a des initiatives. Alors, le problème, c'est que la comptabilité multicapitaux, elle ne sera que si elle arrive à avoir les mêmes standards de sécurité, de comparabilité, d'interopérabilité. Parce qu'il faut que tous ces mondes-là se connectent et communiquent. Et donc, votre banquier, est-ce qu'il sait parler multicapital ? Est-ce que votre commissaire aux comptes sait parler multicapital ? Ça, c'est une question cruciale. Aujourd'hui, on va considérer que non. Et c'est probablement cette pierre-là qu'il faut casser, il faut avancer. Parce que pour moi, la croissance est intimement liée à un nouveau récit de la valeur, qui ne serait pas uniquement une valeur financière, économique, mais qui pourrait donner à voir d'autres types de valeurs. Alors, bien sûr, on aimerait bien avoir quelque chose sur étagère, et les entreprises que j'accompagne dans des programmes de recherche-action souvent me disent je vais essayer la comptabilité triple capital, mais c'est comme si que je l'achetais sur étagère, je cherche une prise, je la branche, et c'est miraculeux, je suis en comptabilité multicapital. En fait, c'est un travail juste monstrueux, au sens où d'abord il faut poser, justement, faire un PNL ou un budget en limite planétaire, poser des limites, des indicateurs, rentrer ces indicateurs dans le système d'information de l'entreprise, faire en sorte que ça rentre dans le contrôle de gestion. Vous voyez tout ce que... Et après, on pourra éventuellement parler de mettre en place un modèle comptable. Donc, alors c'est très intéressant à faire, mais ça demande beaucoup d'engagement, des moyens, de l'engagement, de la persévérance. Voilà, donc je vais vous... Voilà, on va sortir de la... Alors, sur le petit retour sur le territoire, et je vais bientôt en avoir fini. La question de coupler entreprise et territoire, elle est absolument passionnante, c'est du design territorial. Il est évident qu'une partie de ce que vous pouvez faire dépend de la technostructure dans laquelle vous êtes, et cette technostructure, elle s'applique aussi à votre territoire. Comment est-il maillé ? Comment la dynamique d'urbanisation, de métropolisation répond aussi à ces limites planétaires. Donc je parlais notamment du climat. Et puis il n'y a pas que le climat au sens émissions de gaz à effet de serre, il y a toutes les logiques aussi de relation avec le vivant, avec le local, qui est cher à Bruno Latour.
Donc, quand on revient à designer l'écologie territoriale et urbaine, il s'agit avant tout dans cette logique de post-croissance, il s'agit avant tout de partir des besoins réels du territoire. Extrêmement important. On a un peu oublié, même à l'échelle de l'entreprise, ce qu'étaient les besoins réels. Et le donut nous le rappelle. Il y avait cet homme d'affaires américain dans les années 20, c'est Paul Mazur, qui avait écrit American Prosperity, et qui avait dit en fait que le capitalisme avait complètement décorrélé nos besoins réels avec des désirs. Voilà. Donc, quand je dis besoins réels, c'est pas nos désirs, parce que le capitalisme est une formidable machine à alimenter nos désirs, ça vous le savez. Mais donc, faut repartir des besoins réels, et encore une fois, le donut est extrêmement précieux. Et in fine, quand on veut un petit peu plus s'inscrire dans cette logique de territoire en post-croissance, c'est probablement quelques pistes intéressantes. Commencez par déjà trouver sur les modèles économiques, trouver ce qui fait ressource sur votre territoire. C'est un petit peu le mot de la fin, mais qu'est-ce qui fait que plutôt que de vous comparer aux autres, trouvez fondamentalement ce qui est différenciant, ce qui fait votre singularité. Bien sûr, ça fait le sens, développer des systèmes coopératifs circulaires, et j'aurais pourrais ajouter solidaires. Cette notion de circularité territoriale des profits est aussi intéressante. Elle nous a un petit peu suggéré, après j'ai pas été creusée, mais quand vous avez des publicités du Crédit Agricole ou de la Caisse d'épargne qui vous dit que en fait votre argent là, votre petite tirelire, en fait tout est investi localement, et que vous, en accompagnant votre enfant à l'école à l'Institut Fénelon, vous pouvez tout à fait voir que vous, banquiers, vous avez investi votre argent, vous, parents, dans des écoles, dans des infrastructures vertueuses sur le plan des économies d'énergie, de l'ossature bois, ou des circuits courts. Il y a cette idée quand même que ça se réinvestit localement et qu'il y a une circularité des profits. Alors, circularité des profits ne veut pas dire uniquement investir localement, ça veut dire aussi que l'argent circule pour justement faire advenir une nouvelle croissance et de nouveaux modèles économiques. Voilà, donc je terminerai peut-être sur ce sujet de la gouvernance. Au fond, il s'agit de faire de construire une sorte de design territorial en partant de nos besoins réels à l'échelle des territoires et en posant des questions, mais des questions qu'il faut se coltiner en quelque sorte, des questions difficiles. Et moi, j'ai toujours été surprise de l'inventivité de toutes les institutions que l'on a pu créer pour des assemblées, des instances diverses où on traite de problèmes. Alors, on a bien sûr toute notre architecture politique locale, les collectivités locales, mais précisément toujours dans cette idée des besoins réels du territoire et de sa nécessité de se réencastrer avec ses entreprises et ses usagers dans le donut. Bien d'avoir de vrais débats démocratiques sur, je vous ai donné l'exemple de la station de ski en moyenne montagne, mais on pourrait avoir aussi des instances qui permettent de débattre sans anathème. Encore une fois, revenons au fait d'être agnostique. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on fait comment? Il ne s'agit pas de fermer, il ne s'agit pas de renoncer, il ne s'agit pas de se flageller, mais il ne s'agit pas non plus d'être complètement aveugle ou d'être dans le déni total par rapport à ce qui est en train d'arriver. Parce que ce qui est en train d'arriver n'est même pas un changement de société, c'est un changement de civilisation. Et dans cette perspective, nous sommes assez démunis, puisque ces choix économiques à la taille des territoires, on a toujours l'impression que c'est sur le client que ça repose. Ah bah oui, mais la demande n'est pas là, quand la demande sera là, je ferai quelque chose. Non, je pense qu'il y a probablement une autre voie possible dans un dialogue territoire-entreprise. Et quelque chose d'ailleurs de très puissant. Alors, je ne vais pas parler du politique, mais
il me semble que cette richesse-là peut aussi beaucoup aider le politique à mettre en œuvre et à être lui-même ou elle-même, enfin lui-même, ça dépend de la structure, innovant, plutôt que d'être un peu dans l'arrière de la voiture pour voir où elle va aller avant de se prononcer. Donc ça demande beaucoup de courage, ça demande de la détermination, ça demande des moyens humains, des moyens financiers, mais ça demande aussi du temps. Et donc nous sommes arrivés à un moment où vous avez pris du temps pour venir m'écouter, je vous en remercie. Et il faut aussi se donner le temps, ensemble, de réfléchir à ces nouvelles architectures. Nous l'avons appelé post-croissance, parce que demain nous sommes convaincus qu'il y aura une forme de croissance, avec un droit d'inventaire ou un regard d'inventaire sur ce qui est utile ou pas, au regard de cette période inédite dans l'histoire de l'humanité. Et je vous ai déjà fait le couplet sur les nouveaux indicateurs, mais à l'échelle des entreprises, ça vaut bien évidemment aussi à l'échelle des territoires. Alors, je terminerai par cette petite phrase que j'avais découverte. Je vais essayer de la reproduire. C'était Francis Bacon dans la Nouvelle Atlantide, 1700 quelque chose. Le début de l'âge moderne, qui avait cette phrase extraordinaire qui est quasiment pour moi la raison d'être de la modernité des temps modernes. De mémoire, je vous la cite, c'était « Reculer les bornes de l'empire humain pour que toutes les choses possibles se réalisent, tout ce qui est faisable sera fait et tout ce qui est fait sera progrès. » Voilà, nous sommes arrivés, on a reculé les bornes de l'empire humain, voilà, on les a reculées. Toute la question est de savoir si on continue à les reculer. Et nous jouons un jeu bien évidemment dangereux. Donc peut-être revoir une nouvelle raison d'être à l'aune de la post-croissance. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, si vous avez beaucoup de questions, c'est le moment. On vous remet la lumière. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Ça fait bien longtemps que le donut de Ketreworth m'interpelle, et je me pose la question quand même de savoir si on vit pas encore dans un temps de luxe où on se permet de financer des entreprises qui ne sont pas si utiles que ça, et qu'à l'inverse, toutes celles qui seraient nécessaires à atteindre notre sol de confort ne sont pratiquement pas financées parce que c'est les commodités, l'agriculture, l'éducation, excessivement difficile de financer ce genre d'entreprise. Et que lorsque on va arriver sur une phase de contrainte, de concurrence d'usage, d'adaptation aussi aux nouvelles conditions qui nous sont imposées, il sera trop tard pour faire des choix, et l'adaptation des théories entre guillemets du financement, des théories économiques, n'aura pas eu le temps de se faire, et au final on n'aura financé ni le seuil ni adaptation. C'est une question technique, mais elle n'a pas l'air, mais elle est technique. Oui, alors je vous ai juste un tout petit peu dit, ma réponse sera courte, on n'est même plus dans la complexité, on est dans le chaos déjà. De mon point de vue, on est rentré dans le chaos, et dans le chaos, il faut agir. En fait, et après on réfléchit. C'est peut-être un contre-intuitif ce que je vous dis, mais c'est aussi ce que, voilà, il faut agir, il faut aller très vite. Et après, vous avez le temps de poser des grandes théories, d'agir, etc. Et on est dans ce temps-là, sauf que il y a un effet il y a un effet d'halo, je sais pas, qui fait que c'est une chute un petit peu au ralenti encore. Donc on n'en sent pas la violence et la rapidité. Mais oui, je partage. Le donut, vous avez bien vu, qui réencastre bien sûr dans ces enjeux, mais il faut réinitialiser. Et c'est évident que
l'éducation, la santé, pour moi si j'avais, alors je dis pas ça parce que je suis dans une école, mais si je devais donner tout mon argent et dire faut faire quelque chose, c'est sur l'éducation. C'est évident que sur l'éducation, il y a quelque chose de majeur, parce qu'on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Il faut vraiment agir. Donc oui, il y a une mémoire de forme et une paresse. Après, comment est-ce qu'on contraint? On taxe, on incite, on réglemente. On n'a même pas commencé. Deuxième question ici. Bonjour. Oui, j'ai une question qui me taraude un petit peu en écoutant votre présentation. Si on essaie d'être concret et qu'on veut vraiment s'engager dans cette stratégie de la post-croissance, comment on fait pour embarquer également les entreprises, les grosses entreprises, quoi. C'est-à-dire les sites même de multinationales qui sont là, qui ont déjà un modèle économique éprouvé avec des postes, des enjeux en termes d'emploi qui sont importants. Je vois beaucoup plus difficile la manœuvre pour des entreprises qui sont déjà en place depuis des années avec tout ce que ça implique en termes d'enjeux au niveau de l'emploi, que pour une entreprise un entrepreneur qui voudrait se lancer et épouser ses principes autour du régénératif ou même de la post-croissance. Là, je le conçois plus. Mais du coup, comment on fait avec les entreprises déjà en place et qui représentent quand même un tissu absolument énorme, quoi. Donc, est-ce qu'on dissocie la stratégie en fonction de la cible et comment on s'y prend? En fait, les grandes entreprises, elles évoluent, elles sont un petit peu hors sol. Et je me suis beaucoup posé la question de l'actionnariat de ces grandes entreprises. Parce que, on dit, le pilier, on commence par une prise de conscience au niveau de la gouvernance. Et ces grandes entreprises, j'ai dit toujours l'actionnaire, quel numéro de téléphone? C'est des grandes entreprises qui ont un actionnariat extrêmement dispersé. Et derrière, il faut aussi savoir, parce que soyons agnostiques et ne versons pas dans l'idéologie, ces grandes entreprises, on peut aussi les considérer comme utiles par rapport à d'autres services qu'elles rendent, notamment dans la redistribution et dans l'emploi. Donc, vous voyez à quel point, alors justement, d'où l'intérêt du donut, de dire, voilà, oui, mais est-ce que, je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'on a besoin d'autant de shampoing pour autant de cheveux, dans autant de formats, sur autant de, voilà, à un moment donné, oui, on a besoin de shampoing, ça c'est sûr. Maintenant, voilà. Bon, eh bien, il faudrait que les actionnaires, effectivement, les actionnaires se mobilisent. Mais derrière les actionnaires, qui sont souvent aussi des fonds de pension, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les retraites. Il y a des retraites de personnes qui ont donné un quart de leur salaire toute leur vie pour vivre une retraite en général assez paisible en Arizona ou en Floride. Vous voyez jusqu'où voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est un changement de civilisation. C'est pas qu'un changement de société. Et ce fil-là, encore une fois, il faut y aller. Alors, je forme le vœu que ce que je vous dis, les grands groupes l'entendent. Pour moi, la clé, c'est le nouveau récit de la valeur. C'est pour ça que je reviens encore si on bascule dans une autre forme de représentation de la création de valeur, elles pourront faire quelque chose. Pour l'instant, elles ne peuvent pas. Alors après, à supposer aussi que tous les dirigeants et dirigeantes de ces entreprises aient envie de bouger. Parce que c'est quand même... Voilà. C'est un petit peu hors sol. Ouais. Bonsoir madame. Éric Mel, je suis le président du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Et à ce titre, j'aurais voulu vous proposer, puisque on cherche des solutions, mais nous, on peut faire une proposition. C'est que les parcs naturels régionaux en France sont des territoires où nous essayons d'expérimenter tout ce que vous avez dit. Et donc, à partir de là, nous, dans les Alpes-Maritimes, nous sommes en train de créer la charte 2027-2042 sur toutes ces thématiques. Et nos partenaires sont l'État, la région, le département, les EPCI, donc les politiques. Et donc, moi, je vous invite à venir nous aider à travailler sur cette charte et sur ces différents enjeux, et nous pourrions être déjà les prémices d'un territoire expérimental à travers toutes ces thématiques. Chiche, moi je vous dis chiche parce que j'ai travaillé sur la préfiguration d'un parc régional qui était en Haute-Loire, dans les gorges de l'Allier, autour du Saumon. Malheureusement, nous avions le feu vert, mais malheureusement, il y a eu un changement de présidence à la tête de la région. C'est ballot. Et ça a été une concertation dont je garde un souvenir extraordinaire. Ça, je suis complètement d'accord. C'est incroyable de voir qu'on a pu faire dialoguer des motards, des pêcheurs, des élus locaux de petites communes rurales, des agriculteurs, des représentants du tourisme. Donc oui, c'est enregistré, hein, donc je vous ai dit oui. Donc,
Alors, il y a une autre question d'une personne qui nous écoute en live, Pascal Tisseron. Quid de l'interopérabilité entre la RSE, la green economy et la profitabilité entrepreneuriale en Pays de Grâce? Alors là, franchement, je suis pas sûre que la question soit pour moi, mais je vais tenter très très brièvement. Alors, la RSE, la green economy et alors je connais pas assez bien je vous ai dit, hein, je suis une fille du Sud, mais de l'autre côté du Rhône, donc pas m'en vouloir. J'irais simplement pour la RSE, pour l'avoir beaucoup portée et incarnée. Il me semble que il faut absolument en faire une dimension stratégique. Et après, j'ai envie de dire, surtout, il faut qu'elle disparaisse. Oui, c'est contradictoire. Il faut que ce soit une dimension stratégique. C'est plus quelqu'un qui doit s'évertuer chaque fois, vous savez, pour faire le petit plus, la petite histoire, penser à ceci, penser à cela. C'est vraiment stratégique. Donc la RSE, normalement, elle doit être portée justement dans les instances de gouvernance. C'est pas optionnel. C'est pas optionnel, c'est pas à côté quand on a du temps. Donc déjà, pour moi, donc la green economy, si c'est au sens, la RSE, elle doit avoir son mot à dire dans la réinitialisation des modèles économiques. J'en demande beaucoup, mais ça demande aussi de mettre des personnes de poids, des personnes qui ont la stature pour porter ces messages, qui peuvent tenir tête. Et dans le Pays de Grâce, je pense que vous avez du caractère, donc vous pourrez y arriver. Bonsoir. Vous nous avez parlé d'action. Vous êtes dans l'agir, dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous pourriez partager avec nous une expérience concrète d'accompagnement d'une entreprise vers la post-croissance? À quoi ça ressemble? Alors, suite à cette étude qui est sortie, Christophe, elle est sortie il n'y a pas longtemps, juste après le Covid. Hein. On a une belle conférence d'ailleurs. On a fait un appel à projet. Donc l'étude est sortie il y a à peu près 2 ans. On a un appel à projet pour que justement des groupes d'entreprises nous rejoignent dans un programme de recherche-action. Parce que, très honnêtement, la post-croissance, il y a des briques qui existent, il y en a qui restent à conquérir. Si on se met à hauteur d'entreprise, comme je vous l'ai dit, en étant agnostique, on peut avancer. Bon, il y a des points de souffrance, mais on peut avancer le plus possible. Mais en tous les cas, si on ne touche pas le modèle économique, on ne risque pas d'aller très loin. Et donc, les entreprises qui nous ont dit oui, on a lancé 2 programmes de recherche-action. Et notamment, il y a des secteurs qui s'y prêtent déjà mieux. Si vous travaillez dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'accompagnement, de l'énergie, de l'architecture, des maîtres d'œuvre, des promoteurs, on peut plus facilement, je vais vous donner un exemple. Par exemple, les promoteurs qui, avec la loi zéro net artificialisation, à condition qu'on la détricote pas, donc qu'on se dise peut-être que demain, donc c'est les promoteurs et les constructeurs, je vous donne un exemple très, très concret, demain peut-être qu'on va plus aller vers la réhabilitation, il y a des friches, plutôt que la construction neuve. Et demain, grâce notamment aux nouvelles REP, les REP c'est la responsabilité d'énergie du producteur, en fait c'est maintenant les déchets du bâtiment, avant c'était n'importe où, presque. Maintenant, on a l'obligation de mailler le territoire avec des sites qui permettent à ces déchets de démolition, de déconstruction d'être traités, valorisés, d'avoir une autre vie, et éventuellement du réemploi pour des portes, pour des fenêtres, etc. Eh bien, la post-croissance, ça serait ça. Ça serait déjà se dire, peut-être que il faut changer notre sourcing de projet. Alors ça va on était devenus un peu paresseux, voilà, je vous dis pas qui, mais de toute façon ça ne sert pas à grand chose de nommer les entreprises. C'était facile pour nous, on achetait un emplacement, on construisait du neuf, on prévendait avant, et maintenant il faut se casser plus la tête pour les emplacements, il faut construire différemment, et puis quand on fait de la réhabilitation, il y a de la démolition, des constructions, et il faut aussi qu'on pense à toute cette comment on dit que ça, reverse logistique? Ouais, voilà.
Et voilà, ça c'est un exemple très concret de bascule en post-croissance quand on est dans le métier de la promotion immobilière et de la construction. Là, par exemple. Après, pour certaines autres entreprises, ça peut aller jusqu'à on renonce, on ferme et on se réinvente différemment. Mais tous les secteurs sont pas égaux et en termes de radicalité, il faut pas oublier non plus qu'on ne demande pas aux entreprises de se faire harakiri. Voilà, il faut trouver une voie qui permette bien évidemment de coller aux besoins réels et aux principes de réalité il y a de l'embauche, les matériaux, on est encore dans une société d'abondance, hein, je suis complètement d'accord avec vous, on est dans une société d'abondance, donc on a encore du gras, quoi, avant de se faire mal, vraiment. Donc c'est possible, il n'y a pas un secteur qui peut pas basculer. Après, ceux qui sont sur des logiques uniquement volumiques, avec des chaînes de valeur internationales et qui produisent très loin, en jouant bien sûr sur des marges, des différentiels en termes de salaire, de coûts, et qui ne payent pas les externalités environnementales, et qui en plus produisent des objets qui ne servent à rien. Oui, là, je pense que ce sera difficile d'être en post-croissance, pour dire les choses honnêtement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Peut-être que je peux le faire a cappella. Je viens jusqu'à toi. Bah, si vous avez de la voix, allez-y. Pas tellement, justement. Je pense que vous avez dû en entendre parler, mais l'Europe parle d'un principe d'essentialité par rapport à l'utilité que vous avez développée. Comment les deux peuvent s'affronter ou pas? C'est les mêmes choses, en fait. C'est les mêmes choses et l'Europe a déjà commencé avec la taxonomie environnementale, la taxonomie sociale. C'est une façon de l'Europe qui avait de dire on regarde les investissements, vaut mieux les flécher là que là. Voilà, donc c'était une façon de caractériser, d'objectiver ce qui était essentiel. Et je remettrai moi une pièce dans la machine en disant c'est essentiel et c'est crucial. Voilà. Et je pense que alors laissons de côté utilité, responsabilité et disons essentiel et crucial. Et le mot crucial, étymologiquement, c'est quand on arrive à un carrefour et qu'on doit prendre une décision. C'est ça, hein, la croix. Donc c'est essentiel de prendre une décision parce qu'on est arrivé à ce carrefour. Donc oui, ça fait complètement écho. Et c'est courageux d'ailleurs de la part de la communauté qui, sur d'autres sujets, fait un peu machine arrière. Oui, mais je suis europhile. Voire eurolâtre. D'autres questions? N'hésitez pas à lever la main, comme ça je peux préparer la question suivante. On te fait marcher, Sylvie, parce qu'il y a une question devant. Voilà. Merci déjà pour ce bel exposé. Est-ce que cette définition de la post-croissance qui transpire au travers de ce que vous nous avez révélé, en définitive, est un petit peu unanimement reconnue, ou dit autrement, est-ce que vous avez des opposants qui ont une autre définition de la post-croissance et que vous rencontrez? Pas encore. Et je ne saurais si c'est valide que si j'ai effectivement des adversaires et des opposants. Pour l'instant, la post-croissance, on me la reformule en disant c'est une croissance raisonnée. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a un droit d'inventaire et peut-être que là on ne s'entendrait pas forcément sur la radicalité du droit d'inventaire ou la rapidité. Je pense que ce serait là qu'il y aurait matière à discussion. Mais c'est un concept neuf qui est en train de s'installer. Alors ce que j'observe, c'est qu'il s'installe précisément comme une troisième voie. Alors ça n'envoie pas du rêve, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on préfère être mystifié par des directions, des dimensions qui sont plus exaltantes. Voilà, la technologie, la géo-ingénierie, on va envoyer des sulfates d'argent, on va ensemencer les nuages, et il va pleuvoir et ça va être top, et puis on va installer des centrales solaires en orbite et ça va être top. Je dis pas que ça se fera pas, je pense même que ça va se faire, parce que c'est probablement la pente la plus facile pour nous. Et puis l'autre, la décroissance, je pense que le challenge, enfin le défi de se poser le concept de post-croissance sera probablement plus chahuté du côté de la décroissance, en disant de toute façon, vous parlez de post-croissance, mais on passera par la décroissance, donc on parle de la même chose, ou au contraire, je crois qu'on sera plutôt attaqué sur ce flanc-là, parce que je pense qu'on sera même pas calculé par les autres.
Voilà, si je peux me permettre. Donc, mais il y a des beaux débats en perspective, hein, parce que je ne sais pas si vous avez lu le livre de Timothée Parry, Ralentir ou périr. Bon, lui est clairement dans une logique de décroissance très assumée et on a bien débattu, c'est bien. Comment être incitatif et non répressif? Oui, moi je pense qu'on a envoyé beaucoup de fleurs, hein, ça fait 30 ans qu'on envoie des fleurs, donc à un moment donné, est-ce que vous voulez jouer avec nous? Depuis la signature, je vous parlais de Rio en 92, c'est probablement d'ailleurs un temps dans la diplomatie onusienne, c'est un moment de grâce, une sorte de kéros, on l'a jamais retrouvé, peut-être parce que les États ne se rendaient pas compte de ce qu'ils signaient, et de la rapidité du changement climatique. Et donc l'incitation, elle passe par l'éducation, excusez-moi, mais c'est aussi ça. Et je trouve que... Voilà, peut-être c'est mon âge qui me fait dire que c'était mieux avant, je sais pas. Peut-être pas, finalement. Peut-être qu'il y a des rivières souterraines qui se mobilisent pour précisément permettre un regain et des incitations positives, notamment dans la jeunesse. Je pense que les jeunes sont beaucoup plus regardants que nous, même si vous en avez à la maison qui vous embêtent, hein, mais ils sont quand même, je trouve, beaucoup plus engagés, en tout cas conscients, et puis c'est leur avenir, hein, c'est vertigineux. Hein. Donc, il faut encore tenter l'incitation avant d'être dans, je dirais même pas la réglementation, parce que les États sont absolument tétanisés sur le fait de réglementer. C'est ça moi qui m'inquiète, c'est que l'éducation fléchit, enfin j'ai l'impression qu'il y a autant d'informations que de désinformations, et donc ça c'est quand même très inquiétant, et je ne vois pas un seul État qui soit en situation qui représenterait un pouvoir économique et culturel, politique, un capital culturel et politique suffisamment fort pour éventuellement s'inscrire dans cette dynamique et l'imprimer. Donc non, on est plutôt mal barré quand même, c'est pour ça que je parlais du chaos. C'est pour ça que mais à l'échelle territoriale, je pense qu'il peut y avoir parce qu'au fond, un peu, il faut aussi revenir aux besoins réels sur son territoire et savoir agir déjà sur son territoire, c'est absolument immense. C'est incroyable le pouvoir qu'on peut avoir sur son territoire. Donc, plutôt que se perdre dans les grands équilibres géopolitiques sur lesquels on n'a pas de prise, je dirais que déjà inciter et réglementer à l'échelle de son territoire. Moi, je connais des territoires comme alors ça va peut-être pas vous parler, mais le Vorarlberg en Autriche, c'est le territoire qui est vraiment l'ouest de l'Autriche, qui est coincé entre le Tyrol, la Suisse, près du lac de Constance. C'est un territoire, quand je vous dis qu'est-ce qui fait ressource sur votre territoire, c'est un territoire qui était un des plus pauvres d'Europe dans les années 60, qui s'est complètement réinventé autour de la ressource bois. Voilà, qu'est-ce qui fait ressource? Le bois. Et ils se sont réinventés de telle sorte que c'est maintenant une des régions les plus dynamiques, mais ils se sont réinventés sur la ressource bois, sur le bois énergie, le bois construction. Ils n'ont pas fait le chalet de Heidi nostalgique. Ils ont regardé devant, ils ont sorti des brevets, on fait des voyages d'études pour voir comment ils construisent, bois, pierre, verre. Donc voilà, en France on vous dit on n'arrivera jamais à construire en bois ou sur bois. Eux ils ont déposé tous les brevets, notamment aussi dans tout ce qui est la récupération d'énergie, chaleur. Voilà, bon, c'est un collectif, l'histoire du Vorarlberg. C'est fascinant de voir qu'un collectif d'entrepreneurs, collectivités locales, citoyens, etc. se sont inventés un autre destin. Et il y en a d'autres, des exemples comme ça territoriaux. Il y en a d'autres. Donc je me dis que ça peut déjà être une formidable façon d'investir son énergie et son temps. Merci. Ouais, j'ai une deuxième petite question avec un préambule quand même, parce que c'est une question un peu, conceptuelle sur votre positionnement, et je veux mettre un préambule parce que je suis quand même assez convaincu, et je vous rejoins, vous l'avez dit d'ailleurs, je crois, qu'aujourd'hui l'enjeu c'est l'action, c'est passer à l'action, et je trouve qu'on passe beaucoup de temps dans du débat conceptuel. Je dis pas que c'est pas important, mais à mon sens, c'est pas l'enjeu le plus prioritaire aujourd'hui, ce débat conceptuel. Je dis tout ça et finalement je vais vous poser une question de concept, mais je voulais quand même le dire parce que, encore une fois, pour moi, l'enjeu il est vraiment dans la mise en action. Mais du coup, par rapport à votre positionnement sur la post-croissance, quand vous avez attaqué en disant on a une vision agnostique, et on part du principe que de toute façon, il y a une croissance qu'il faut caractériser, qu'il faut peut-être encadrer, etc.
est-ce que du coup il n'y a pas matière quand même à remettre en question ce postulat? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il faut qu'on change de matrice, de mode de pensée, de mode de réflexion, et on est toujours, à vouloir utiliser, alors de différentes manières, hein, mais cette terminologie de la croissance, décroissance, post-croissance. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, on peut pas sortir de ce schéma-là, même en faisant un lien avec le vivant? Enfin, dans le vivant, un organisme qui croît en permanence, c'est un organisme qui a même un problème, c'est une maladie. Donc on peut parler d'une dynamique, d'une évolution, mais pourquoi on sort pas vraiment de cette terminologie de la croissance? Je trouve que le signal qui est envoyé, il est peut-être pas forcément sens si vraiment on va être dans la rupture dans la manière de fonctionner. Oui, c'est une très bonne observation. Croissance, quelque chose qui croît, oui, c'est de la prolifération. Hein, voilà, un cancer prolifère, voilà. Bon. Et on est attaché à cet imaginaire de la croissance. La difficulté, c'est qu'il y a des entreprises qui... La croissance, ça peut être aussi positif, c'est-à-dire qu'on a abîmé ce mot et cet imaginaire. Dans mon parcours de recherche, j'ai rencontré ce qu'on appelle l'anglais des petits géants, les small giants. D'ailleurs, c'est un livre que tu connais peut-être, Christophe, que tu as peut-être lu. C'est des histoires d'entreprises qui ont décidé à un certain niveau de rendre leur croissance stationnaire. Pas d'abîmer leur rentabilité. Donc est-ce qu'il faut utiliser d'autres mots? Est-ce qu'il faut peut-être utiliser le mot prospérité? Peut-être que c'est celui-là que, en vous écoutant, je dirais, alors imaginons un nouvel imaginaire de la prospérité où on ne renonce pas à la rentabilité, parce qu'entreprise, il faut être rentable, mais à un certain niveau de croissance, se dire, et d'ailleurs on l'a expliqué dans l'étude, se dire, j'ai pas besoin d'ouvrir d'aller dans ce pays-là, j'ai pas besoin de développer cette autre gamme, j'ai pas besoin de faire ceci, cela. Finalement, avec un chiffre d'affaires qui me permet, voilà, de bien traiter mes collaborateurs, mes clients, de produire quelque chose d'utile et de le faire de façon responsable, c'est déjà très bien. Ça serait peut-être la prospérité. Voilà. On peut encore prendre 2-3 questions. Bonsoir et merci Geneviève pour cette présentation de votre étude. Je rebondis, parfait, merci beaucoup pour la question. Je rebondis sur ça en disant cette entreprise qui se serait mis des limites à la croissance, ce à quoi personnellement je crois très personnellement, j'ai dit 2 fois personnellement. Mais il y a aussi, mais si moi j'arrête et que les autres n'arrêtent pas, je me fais manger. Est-ce que vous avez déjà eu, soit chez Profil, soit ailleurs, des entreprises qui vous ont fait ce constat ou qui vous ont dit ça? Et si oui, c'était quoi la baguette magique que vous avez sortie pour dire mais non, regarde, tout va bien se passer? En fait, la baguette magique, il n'y en a pas. Ça suppose, alors la concurrence existe, la liberté d'entreprendre existe, les concurrents, ça suppose d'être quasiment en matière de gouvernance, d'incarner une raison d'être extrêmement cohérente et puissante, et de s'y tenir. Et donc, ce qui est important, c'est pas ce que vous vendez, mais c'est pourquoi vous le vendez. Et que ce pourquoi, on arrive à le voir, parce que vous l'incarnez. Autant vous dire que c'est raide. Et c'est quasiment des entreprises qui sont sur des niches, avec un affectio societatis très fort. La seule que j'ai rencontrée, mais j'y suis strictement pour rien, et on l'a étudiée de près dans notre deuxième étude qui était les entreprises à mission, c'est Patagonia. Patagonia, c'est une entreprise très paradoxale, parce que d'abord, c'est des as du marketing. Pas de doute. Néanmoins, Patagonia, créée par Yvon Chouinard, n'a jamais dévié une seconde de cette ligne de protection de l'environnement, de sensibilisation et d'alerte. Et ça se parachève, et d'ailleurs une croissance raisonnée. Patagonia est un small giant. Ils n'ont jamais été beaucoup plus loin que $1 milliard. Vous allez me dire, c'est beaucoup $1 milliard, mais ils auraient largement pu faire plus. Ils n'ont jamais voulu. Donc ils se sont, sur leur mission, ils se sont d'ailleurs contraints à avoir des logiques de coopération, de redistribution, de financement d'ONG environnementales. Et il vient de parachever son parcours en donnant l'intégralité de l'entreprise à un véhicule philanthropique.
Alors vous allez me dire, voilà, Patagonia, ça existe depuis 3 décennies, et même avant qu'il crée Patagonia, il avait créé Chouinard Gear, et Chouinard Gear, c'était déjà une raison d'être. Il escaladait, il avait la passion de l'escalade et de l'environnement. Il s'est aperçu que ces pitons étaient en train de dégrader les parois, et que si tout le monde faisait comme lui, il n'y aurait plus une seule paroi à escalader, et donc il a créé des pitons rétractables. Donc vous voyez que déjà, là, la question d'utilité et de responsabilité, elle était chevillée au corps. Donc ce sont plutôt ces entreprises-là qui sont très claires, mais c'est en ça que ça revient à l'actionnaire, qui sont très claires sur les déterminants de la croissance, dans le pourquoi et le comment. Et il faut tenir la route quand ça se transmet. Et ça, c'est un vrai écueil. Donc pas de baguette magique, je suis désolée. Bonjour, merci pour votre présentation très éclairante. Je suis étonné que vous n'ayez pas évoqué ce qu'on évoque souvent quand on parle de croissance, même sur le plan mathématique, c'est qu'il y a un jour un plafond, et ce plafond s'appelle les ressources finies de la Terre, et non pas infinies. Donc, en venant à votre conférence, je me suis dit, bon, ben, si on parle de post-croissance, c'est qu'on met la croissance de côté. Mais en vous ayant écouté, j'ai eu un peu une impression mitigée sur cet aspect de laisser de côté la croissance. Donc qu'en est-il un petit peu ? Alors, c'est pas qu'on la met de côté, c'est un peu le principe de réalité, c'est-à-dire demain il y aura de la croissance, on aura besoin de se vêtir, de mobilité, de se nourrir. Donc on revient plutôt à des besoins réels. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de besoins réels. Et après, les limites finies, ben, je suis passée vite sur le donut, mais bien évidemment, c'était ça les ressources finies. On a des ressources finies, enfin en tout cas, certaines ressources finies, certaines limites, tout simplement des processus qu'on dégrade sur la pollution, sur l'ozone, sur l'accès à l'eau, sur le climat, etc. Oui, on est dans un monde à ressources finies, même si la technologie peut nous aider d'aller chercher un peu plus loin. Mais vous avez raison, on arrive sur les asymptotes. Et donc chaque petit volume qu'on va prendre de plus, ça va être au prix d'une dégradation d'autres ressources planétaires d'ailleurs. Donc on est arrivé à ce moment-là, voilà. Donc pour moi, pour répondre à votre question, c'est pas qu'il n'y aura pas de croissance demain, c'est que soit elle reste dans ces limites-là et elle se réinvente complètement, soit on utilise un autre mot. Alors même je peux dézoomer et parler en termes de paléontologie. C'est rare qu'une espèce vive plus longtemps que 4 à 5 millions d'années. On n'est pas loin, hein. Donc oui, je les ai intégrés. C'est-à-dire j'utilise le mot croissance parce que j'essaie d'être pragmatique et de dire justement, on est dans le chaos, il faut agir. On peut essayer de réfléchir à quel serait le mot qui serait le plus accepté, etc. Prospérité, on peut tenter. Mais c'est vraiment cette idée que on va pas dénier le fait qu'il y aura des besoins essentiels à couvrir. Il faut simplement un regard d'inventaire pour nous débarrasser du superflu et être beaucoup plus agile et d'une certaine façon, alors là, vous serez peut-être tous d'accord, mais heureux, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a des études qui montrent qu'au-delà d'une certaine détention de capital, vous n'êtes pas plus heureux. Mais je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que c'est pas ma spécialité. Une question un peu précise. Avez-vous déjà eu l'occasion de déployer le modèle de comptabilité CARE pour une entreprise dans le cadre de votre programme de recherche-action peut-être? Si oui, quelle première conclusion sur sa mise en œuvre? Donc c'est une question de Gaëlle Roquebourg-Berthaud sur LinkedIn. Alors nous on l'a pas fait parce qu'on n'est pas des experts et donc on a des partenaires qui le font, des partenaires qui sont experts comptables. Nous on peut tout à fait expliquer les déterminants, etc. Donc à la réponse, je dirais non. Je sais de quoi il s'agit, mais je l'ai pas fait. On l'a pas fait nous, même si on peut préconiser des modèles en fonction de l'orientation de l'entreprise. La triple comptabilité CARE est intéressante dans certains secteurs, notamment quand il y a une prise au vivant qui est assez forte. La limite du modèle CARE, c'est cette logique de provision et d'amortissement qui est quasiment, à un moment donné, il faut la circonscrire. Voilà, il faut la circonscrire. La puissance du modèle CARE, c'est que mais c'est pas que CARE d'ailleurs, mais que les capitaux se substituent pas. Donc c'est pas parce qu'on peut pas compenser un capital humain par une détérioration d'un capital environnemental. Voilà, donc je dirais que la limite est là, c'est une limite de périmètre et de monétisation, parce que le modèle CARE appelle à une monétisation qui peut paraître au bout d'un moment déraisonnable. Mais c'est intellectuellement très stimulant. Voilà.
Merci beaucoup Geneviève. S'il n'y a plus de questions, peut-être notre conseil d'administration du Club des entrepreneurs a peut-être un mot à dire, des administrateurs, sinon je passe la parole à notre présidente. Merci beaucoup, merci. Les administrateurs, vous voulez dire un mot? Non? Je vais sonner. Bon. Alors, merci beaucoup pour tous les échanges qu'on a pu avoir ce soir et pour la présentation qui nous a permis d'en connaître un peu plus sur ce concept donc, de la post-croissance. En conclusion, je vais retenir 3 choses que je voulais partager avec vous. Effectivement, on s'interroge beaucoup sur le terme de la croissance. Je crois que ce qu'il faut penser là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on compte quand on parle de croissance. On ne parle pas forcément de croissance économique, pas uniquement du moins. Donc, qu'est-ce qu'on compte? Comment on le compte? Quels indicateurs? Donc, ça rejoint vraiment les sujets sur le 3e pilier qui est l'évaluation et la comptabilité. Et donc, à ce moment-là, ça peut aussi changer ce qu'on peut mettre derrière le mot croissance. Ce que je souhaite retenir aussi, c'est que je partage je pense qu'on on partage tous le territoire du Pays de Grasse. C'est un bon moyen, c'est un bon périmètre d'action en tout cas. Donc voilà, c'est sur ce territoire qu'on propose d'agir aujourd'hui, et je pense qu'on a vraiment un territoire où entreprises, collectivités, on s'entend bien, et donc on a des choses à faire. Voilà, et donc il faut qu'on intègre le PNR évidemment. J'ai bien retenu aussi, effectivement. Dans notre projet Régénérazur, on a élargi même, on n'est pas que sur le Pays de Grasse, on est vraiment sur le pôle Cannes, Pays de Lérins, Pays de Grasse. Et évidemment, j'en oublie toujours avec Antibes et Sophie Antipolis, voilà, la CASA, merci, vous m'entendrez par rigueur. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une question d'échelle qu'il faut se poser, à quelle échelle il est bon d'agir. Et donc le 3e mot, c'est ça, c'est agir en fait, parce qu'effectivement, je crois qu'on est tous convaincus de ça aujourd'hui, on doit agir, et donc on vous propose de commencer cette action avec nous au Club des entrepreneurs. Voilà, merci.